Alors, une partie du redécoupage électoral de ces derniers jours et qui va se poursuivre sur les prochaines semaines, où on voit que du côté des Républicains, dans des délais extrêmement rapides. Je lisais un article qui comparait le délai d'application de lois qui étaient favorables à la communauté afro-américaine, donc des décisions de la Cour suprême, et des fois ces délais d'application par des États rouges mettaient plusieurs mois, voire plusieurs années pour appliquer. Là, il a fallu 24 heures pour que les républicains se décident d'appliquer la décision de la Cour suprême et 24 heures également à la Cour suprême pour la publier officiellement pour être certain qu'on ne perde pas de temps. Donc, ce découpage vient de cette décision qui a été conduite. C'est lui qui a écrit le principal argument, qui a justifié tout ça, qui est Sam Alito, le juge de la Cour suprême, ultra-conservateur, pro-MAGA, etc., etc. Et on sait, c'est sa stratégie, c'est la même stratégie qui a été utilisée aujourd'hui par les juges de la Cour suprême de Virginie, qui est de prendre une technicalité et de cette technicalité l'utiliser pour vider de son sens une loi sans détruire la loi. C'est-à-dire que la loi existe toujours, on ne pourra pas dire non, mais elle existe toujours. Mais grâce à la technicalité que j'ai trouvée, on ne peut plus l'utiliser, ou pire, on peut l'utiliser contre les personnes que cette loi était censée protéger. C'est vraiment le cœur de cette décision de revenir sur la section 2 du Voting Rights Act. Et au cœur de la technicalité de Alito, il y a cette idée de se dire le texte de loi est désormais caduque parce que on est en train de transformer en solution permanente ce qui était un remède passager. Oui, c'était nécessaire d'avoir cette loi dans les années 60-70 parce que les électeurs afro-américains ne votaient pas à ce moment-là, mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire parce que la minorité dans ces États comme la Louisiane, ce sont les Blancs, et les électeurs afro-américains votent suffisamment pour ne pas avoir besoin d'une aide complémentaire. Le remède n'est plus nécessaire, on le met de côté. Aujourd'hui, The Guardian publie une enquête sur ces informations-là. Ils ont travaillé avec plusieurs centres qui nous expliquent que, en fait, la data, les données utilisées par Sam Alito pour prouver le point que je viens de vous donner, en fait, ce sont des informations qui sont fausses. Il a utilisé des mauvaises données pour justifier cette décision qui vient d'être mise en pratique ces derniers jours. Alors, on va rentrer dans le cœur de cet article, mais avant ça, je voudrais quand même revenir, parce que si vous étiez avec nous il y a quelques mois au moment des procès, et entre autres des cas qui sont allés jusqu'à la Cour suprême sur la participation ou pas de Donald Trump au scrutin au Colorado, mais aussi toute la procédure de l'immunité parlementaire, on avait vécu ces arguments en direct. Plusieurs fois, je vous avais signalé que les informations données à l'époque par l'avocat de Donald Trump, c'était des informations qui étaient fausses. Et que malheureusement, et j'étais surpris, je ne sais pas si vous t'en souvenez, plusieurs fois on en avait parlé, on trouvait que c'était surprenant que personne vienne corriger, personne vienne modifier, et que ces informations fausses devenaient une part du dossier qui allait générer cette décision. Et là, on est à peu près dans le même cas. Donc, on va rentrer dans cette enquête parce qu'elle est forcément choquante. Bien sûr. Donc, l'article commence, voilà, c'est ça, c'est que la data utilisée pour faire ça vient de quelque chose qui est faussé. Alors. Donc, on va rentrer dans le détail de comment tout ça a été faussé. C'est qu'on est allé utiliser les statistiques qu'il a utilisées, ce ne sont pas des fausses statistiques, c'est des statistiques qui ne sont pas utilisées d'habitude parce qu'elles ne parlent pas
des électeurs. C'est-à-dire que les chiffres qui sont pris sont par rapport à la population globale, en disant, mais regardez la population globale, oui, mais il y a des gens qui ne votent pas, il y a des gens qui ne sont même pas des citoyens, il y a des gens qui n'ont plus le droit de voter, et en fait, vous prenez tout ce chiffre-là pour faire que on ait le sentiment que la communauté afro-américaine soit surreprésentée dans l'électorat, alors que c'est exactement le contraire. Donc, vas-y Thomas. C'est tellement grave. Donc, évidemment, tous les professeurs de sciences politiques ont compris l'arnaque. Ils se sont dit, voilà, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait les calculs. On est en train de comparer des oranges à des pommes en disant, ben voilà, ces chiffres démontrent que ça, alors que ce n'est absolument pas vrai. On va voir, je crois qu'il y a un tableau qui a été mis, ou alors je l'ai oublié, ce tableau qui est la réalité. Et donc, on voit que les électeurs blancs sont toujours plus représentés, qu'il y a toujours ce qu'on appelle un racial gap, qu'au contraire, et là aussi ça fait partie de l'arnaque, qu'au contraire, il y a de moins en moins de Noirs, alors que le contraire a été dit, qu'il y a de moins en moins de Noirs qui votent dans ces élections-là. Pourquoi ? Parce que les chiffres, non seulement il n'a pas pris la bonne méthodologie, non seulement il a pris des chiffres qui englobaient beaucoup trop de monde, mais les chiffres qui ont été utilisés sont des chiffres qui remontent à quelques années, et plus précisément à 2008 et 2012. Pourquoi 2008 et 2012 ? Parce que c'était le moment dans l'histoire américaine où il y a eu le plus d'enthousiasme de l'électeur noir, parce que c'était pour aller voter pour Barack Obama. Donc, c'est de prendre des chiffres. Alors, les chiffres ne sont pas faux. On va prendre les chiffres de l'élection d'Obama en disant, regardez, ces chiffres-là démontrent qu'il y a plus de Noirs qui sont allés voter, alors que les données de 2016, 2020, 2024 démontrent le contraire, mais on ne les regarde pas, ces données-là. Connaît la Cour suprême, le plus haut, et connaît un juge qui change le cours de la démocratie américaine, parce qu'il va vous expliquer que regardez, le racisme n'existe plus, au contraire, c'est le blanc qui est en danger, parce que regardez le nombre d'électeurs noirs qu'il y a eu pour Obama en 2008 et 2012, c'est de la science-fiction à un point. Mais cet article devrait être partout. Ouais, mais il ne le sera pas, parce qu'aujourd'hui, on va parler des extraterrestres. Il ne le sera pas. Aujourd'hui, on va parler des extraterrestres. Arrêtez, n'y croyez pas. On le sait, vous le savez, n'y croyons pas, parce qu'il y a encore un niveau dans l'ignoble. On a la preuve que ces statistiques qui sont faussées, qui ont été utilisées dans le sens contraire de la réalité par Alito pour justifier, c'est la raison qui fait que ces statistiques-là font que il y a cette remise en cause qui désormais est utilisée par les républicains pour avoir cet avantage structurel. On a la preuve que c'est une volonté de Trump. Pourquoi ? Lorsque il y a une procédure qui monte jusqu'à la Cour suprême, il y a la possibilité pour des partis extérieurs de proposer des briefs, on appelle ça les amis de la Cour. Donc ce sont des gens qui sont à l'extérieur, des associations, des avocats, qui vont, ça va être le 9, Thomas, qui vont mettre en avant certains points pour dire, nous on se range du côté de tel parti, l'attaque ou la défense, et respectueusement, on incite la Cour à le faire. Et là, on se rend compte que le département de la justice a fait ce genre de texte. On se rappelle, cette décision du côté de Trump, c'est non, je ne suis pas impliqué, c'est une petite affaire qui vient de la Louisiane, moi, j'y suis pour rien. Mais on voit que dans ce texte-là, que le département de la justice de Donald Trump est allé poser un amicus curiae, qui est donc ce texte des amis de la Cour, pour donner des arguments à la Cour suprême pour aller dans un sens ou dans un autre. On va remarquer que le Solicitor General, c'est John Sauger. Oui. C'est lui qui on a entendu sa voix, vous étiez là avec nous, parce que c'était l'avocat
pour Trump qui était là à faire. Encore une fois, et à je donner ne des suis pas mauvaises impliqué. informations. Ouais. Je ne suis pas impliqué. Il aurait pu. C'est comme s'il envoyait Todd Blanche pour simplifier la lui, chose. il est spécialiste de la Cour Il a suprême. envoyé le Todd Blanche en disant non, je m'implique pas. Hein. Et toutes ces stats faussées viennent de ce document-là. Toutes les stats faussées qui ont été utilisées pour Alito pour revenir sur la loi avocat de Trump. Viennent de l'avocat de Donald Trump, viennent du département de la justice. Toutes ces informations, aucune de ces informations, excusez-moi, ne figurait dans le dossier original. C'est les informations du département de la justice de Trump qui sont faussées. Donc le département de la justice de Trump a donné des informations et tous les experts qui ont été consultés par le Guardian disent « mais ils le savaient, c'est évident, ils le savaient, ils ont cuisiné ces statistiques pour qu'elles donnent cette image-là parce que Alito avait besoin d'une excuse pour dire « je reviens sur ce texte de loi ». Et donc, le département de la justice de Trump lui a fabriqué une excuse qu'il a utilisée pour donner cette loi à Donald Trump. En sachant tout ça maintenant, ce titre du Guardian n'est même pas assez sérieux pour ce que c'est vraiment. Bien sûr. Quand on vous parle de corruption et de malfaisance, tout ça, c'est pas que pour l'argent, la corruption, c'est pas que pour s'enrichir. C'est un exemple, c'est une farce de la démocratie de pouvoir jouer le système comme ça. Non mais la farce de la démocratie, donc ça c'est au niveau national. Donc vous voyez aussi contre quoi on lutte quand on est une vaguelette et vous allez voir, on va malgré tout ça, aujourd'hui, les démocrates ont 78% de chances de gagner la majorité à la Chambre des représentants. Pour vous dire, le rejet, c'est la bonne nouvelle. C'est que la mauvaise nouvelle, c'est que désormais, les républicains ont cet avantage structurel. Ils l'ont. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on va voir comment ils vont tenter en plus de l'étendre. Mais le rejet de Donald Trump et de son administration n'a jamais été aussi fort. Et en plus de ça, on vient donner un argument de campagne extrêmement fort aux démocrates de dire il y a cette volonté d'empêcher votre représentation. Et je vous en parlais tout à l'heure en disant j'espère qu'en termes de levée de fonds, ça va être utilisé par les démocrates. Regardez à l'instant au niveau des élections du Colorado, on dit ce matin, la Cour suprême vient, etc. C'est désormais un argument de campagne. Et ça va être extrêmement important, avec à la clé la question de l'expansion de la Cour suprême. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Imaginez, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Sur le papier aujourd'hui, et je vous explique pourquoi c'est que sur le papier, les primaires démocrates de 2028 doivent débuter en Caroline du Sud. Sur le papier, parce qu'aujourd'hui, du côté démocrate, en disant mais pourquoi on va récompenser un État qui est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas respecter la loi, pour accélérer la procédure, pour supprimer les 2 élus démocrates de notre État. Donc, on n'est même pas certain que ça démarre du coup en Caroline du Sud. Et moi, je suis 100% pour ce genre de démarche. Mais pourquoi aller aller donner le business d'une première élection de primaire dans un État qui punit les démocrates. Il faut vraiment garder ça en tête. Mais en tout cas, imaginez, vous êtes en Caroline du Sud et vous êtes candidat. Donc c'est pour ça que la campagne présidentielle aussi vient de changer en 2028. Vous allez au-devant des électeurs et vous leur proposez rien. Vous leur dites, OK, vous n'êtes plus représentés dans tout l'État. La manière dont le redécoupage électoral de la Caroline du Sud, écoutez bien, c'est factuel ce que je suis en train de vous dire, la manière dont le redécoupage électoral de la Caroline du Sud est proposé, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'élus démocrates pour au moins 1 siècle, 100 ans. D'accord ? On a les citations, tout ça c'est à ciel ouvert. Ah oui, il s'en cache même pas. Il ne s'en cache même pas. Et donc, comment dire en 2028, je fais campagne, mais la Cour suprême
Et la question de savoir, est-ce qu'on peut, parce que la seule solution, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire une expansion de la Cour? Ça doit devenir un sujet électoral. Il faut que ça le devienne. Malheureusement, encore une fois, et un jour, j'espère qu'on aura le temps de réviser l'administration Biden. Biden a refusé de juger Trump, en tout cas d'inciter à ce que Merrick Garland et qu'il y ait un véritable post-mortem qui soit fait sur 2020 et 2021 parce qu'il pensait que ça allait diviser le pays, c'était son analyse, pour les mêmes raisons jusqu'à la fin de son mandat, alors que certains démocrates, dont il en avait fait, c'était peut-être un des thèmes de sa campagne des primaires, Pete Buttigieg, c'est le seul qui en parlait, en disant on est dans une position où la Cour suprême va avoir ce pouvoir absolu, il faut revoir ça. Biden n'a pas voulu, pendant que les années de pouvoir de Biden, ces 2 premières années, en disant le sujet de l'expansion, ça va diviser le pays. Je suis là pour être celui qui crée cette union après ces 4 ans de division. Et c'est dur parce que maintenant, évidemment, avec la perspective, on peut le dire, c'est comme après la guerre de sécession, il y a eu le même débat. Pour les démocrates, oui, à ce moment-là, ils s'appelaient les républicains, mais vous comprenez ce que je voulais dire, ou dire, OK, on va réinviter les États du Sud à être un pays, on ne peut pas les punir pour ce qu'ils ont fait. Et donc, on a arrêté l'esclavage, mais on a permis, OK, il y aura Jim Crow, un noir compte que pour 2/3 d'un vote, tout ça, on va leur laisser tout ça. Et donc, aujourd'hui, on se bat toujours contre ça. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Et oui, c'est maintenant à se rendre fou et se dire on n'a pas puni et stoppé ce qu'il y a déjà eu, mais en plus on a laissé la porte ouverte pour ces mêmes gens à revenir avec une vengeance. Oui, et qui ont compris que s'ils ne faisaient pas, s'ils n'appliquaient pas ces avantages-là pour avoir cet avantage structurel, ils allaient se retrouver dehors. Donc ils ont appris leur leçon, eux, de 2020 en se disant non, mais cette fois-ci, on va non seulement se venger, mais on va s'assurer que ça ne se reproduise jamais, que l'on ne perde plus jamais une élection américaine. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est évident qu'en 2028, si vous voulez avoir une chance d'être le candidat démocrate à l'élection présidentielle, vous allez être obligé d'évoquer ce sujet. Vous ne pouvez pas faire comme si une partie, comme 56% de la population, 56% de la population black, je vous rappelle, est dans le sud des États-Unis et n'ont plus de représentation. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Au-delà du fait que la plupart de ces gens-là votent pour vous, c'est une urgence démocratique. C'est une urgence démocratique. En attendant, du côté des Républicains, donc je vous ai montré comment on est prêt à tout, y compris à fournir de fausses informations à Alito. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Alito le savait. Alito le savait. Il attendait l'excuse, le principe, la technicalité et la porte que est venue lui donner l'administration Trump. Et là, on en revient aussi aux personnes qui sont... Et c'était le coup de colère que j'avais eu lorsque s'est produit plusieurs fois devant la Cour suprême, avec les mêmes acteurs sur d'autres questions relatives à Trump, c'est qu'on venait engager des avocats spécialistes de la plaidoirie devant la Cour suprême, mais qui ne connaissaient pas le dossier. Je ne sais pas si tu en rappelles, plusieurs fois, on avait fait cette remarque en disant « mais il ne connaît pas le dossier » parce qu'il laisse dire à la partie adverse une information qui souvent était reprise par les questions par un magistrat et jamais la question était de dire cette information est fausse, c'était de faire référence à un autre texte pour montrer combien on avait cette culture et qu'on connaissait sur les bouts des doigts un arrêt remontant il y a 150 ans. Et là, on se retrouve dans la même chose. Mais je vais vous montrer un autre exemple dont les républicains essayent de gagner cet avantage structurel. C'est du côté de Utah. En Utah, il y a eu une nouvelle carte électorale, il y a un an de cela, qui
tenez compte des mouvements démographiques. Excusez-moi. Le mouvement démographique, c'est qu'on s'est rendu compte, on vous a montré très souvent d'ailleurs les images des manifestations No Kings, que au niveau de Salt Lake City et autour de Salt Lake City, La grande ville. il y avait tout un nouvel électorat, jeune, cultivé, éduqué, avec des niveaux, des niveaux universitaires, etc., qui votaient démocrate. Et donc, il y a eu tout un processus légal qui a fait que il y a eu une carte électorale qui a donné une circonscription au niveau de Salt Lake aux démocrates dans un État qui était exclusivement rouge avant ça. À partir de là, les républicains ont attaqué cette nouvelle carte électorale pour enlever ce siège-là. On vous dit que c'est un par un, c'est un par un. Ils ont essayé de manières différentes pour arriver jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême de l'Utah, composée de juges républicains, mais républicains de l'ancienne école, serais-je tenté de dire, c'est-à-dire qu'ils sont, oui, on est républicains, mais on est là pour appliquer la loi, pour utiliser la loi. À chaque fois, les juges républicains de la Cour suprême de l'Utah ont dit non, la carte est légale, c'est la carte, on va voter avec cette carte-là en 2026. Voilà, il faut le souligner, il y a des juges, des fois je vous dis, c'est pas parce qu'un juge est nommé par un républicain qu'il va agir politiquement. La nouvelle génération, oui, mais ces anciens juges qui ont été nommés par Reagan, par Bush, etc., eux disent non, c'est pas la loi c'est ça, etc. À partir de là, quand vous avez tous les pouvoirs en Utah, vous faites quoi? Ben vous vous dites, en tant que gouverneur, le gouverneur Cox dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Il faut rééquilibrer la majorité de la Cour suprême. Donc, il a pris la décision de dire, on va rajouter 2 sièges de juges, 2 sièges en plus pour pouvoir nommer des juges pro-MAGA de telle sorte de diluer le pouvoir des autres juges pour pouvoir présenter. En plus de ça, aujourd'hui, il y a l'annonce de la démission d'une de ces juges à l'ancienne, et donc Cox va avoir la possibilité de nommer 3 magistrats. Donc, vous voyez comment déjà, parce que quand les démocrates vont parler d'expansion de la Cour suprême, expansion des juges, je peux vous garantir que ça va être un tollé, y compris des médias qui vont dire non, c'est pas comme ça, on fausse les règles du jeu, etc. C'est ce que viennent faire les républicains en Utah. Mais il y avait un problème par rapport à ça. C'est que Cox était obligé de respecter la loi. Et donc le calendrier électoral. Et donc du côté de Utah, on s'est rendu compte que la décision de Cox de rajouter 2 juges favorables ne pouvait pas s'appliquer avant le début de l'année prochaine. Et que là, il y a des élections en 2026. Et que Donald Trump l'a demandé, il faut absolument qu'on enlève ce siège-là aux démocrates. Qu'est-ce qu'ont fait les républicains qui ont tous les pouvoirs en Utah? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est passé complètement inaperçu, c'était le 1er mai. Ils ont décidé de créer, écoutez-moi bien, une nouvelle structure judiciaire. Une nouvelle structure judiciaire ils vont appeler ça la Cour constitutionnelle. Un panel. De quoi? Ouais, un panel, quoi. Ils ont créé. Dont ils choisiront les membres et qui auront tout pouvoir sans être assujettis à la Cour à la Cour suprême de Utah pour décider de quelques projets qui ne méritent pas, d'après eux, parce qu'ils ne rentrent pas dans les qualifications, d'aller jusqu'à la Cour suprême. Et évidemment, le premier sujet qu'ils veulent s'emparer en disant c'est une question de constitutionnel, donc un panel, pas besoin d'aller embêter la Cour suprême, c'est la carte électorale. Et le faire dans les prochaines semaines
pour que dans les prochaines semaines, on dise non, finalement, nous, ce nouveau panel, regardez, il est légal. Il a été élu à l'unanimité. On va le changer. On va la changer et du coup, cette carte électorale, on va la refaire. C'est une manière dont les Républicains ont décidé. C'est pour vous montrer le niveau de motivation de ces gens-là. Et c'est pour ça que lorsque Gavin Newsom, et heureusement dans le calcul, on va avoir ça, il y a eu Gavin Newsom, mais en général, lorsqu'il dit voilà, on est face à une guerre, Et tous les discours, même si on est d'accord sur le fond que le gerrymandering, c'est négatif et qu'il faut que tout le monde soit représenté, et quand on voit, par exemple, une des cartes qui pourrait devenir la réalité l'année prochaine en Pennsylvanie qui a été gagnée par Trump en 2024, ou parce que les démocrates ont tout pouvoir, il y aurait désormais 0 siège républicain. La Californie a la possibilité de revoir sa carte électorale l'année prochaine pour qu'il y ait 0 siège républicain. Le New Jersey a la possibilité de revoir sa carte électorale et il va falloir le faire parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le début. Le but, c'est 2028 et 2030. Et tous ces mouvements que l'on voit dans les États du Sud, je peux vous garantir qu'entre les élections de novembre et les élections de novembre 2028, tous les États républicains vont utiliser la décision de Alito pour revenir sur leur carte électorale. Tous. Et donc, il faut répondre à ça. Il faut que l'Illinois, le Colorado, il faut que New York, le New Jersey, la Californie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, tous reviennent sur leur découpage électoral. Il n'y a pas d'autre solution parce que si les démocrates font rien, ils vont se faire bouffer vivants par les républicains qui vont réussir en 2 ans, après 15 ans de travail, certes, comme on vous le disait, ils vont réussir en 2 ans à se trouver une situation où il y aura la majorité quoi qu'il arrive. Vous aurez Trump ou n'importe quel autre président républicain qui sera dans les 20% dans les sondages, mais c'est pas grave. Il aura une majorité structurelle, quoi qu'il fasse. C'est le but de tout ça. Et je viens de parler de l'Utah, mais je vais vous parler, j'ai besoin de faire une petite pause, je suis désolé, je m'emporte. Je vais vous parler de la Floride pour vous montrer la détermination de ces élus MAGA pour permettre d'avoir... Ils ont compris, c'est générationnel. Ils savent que s'ils réussissent maintenant, 2026-2028, qu'ils n'auront plus jamais besoin de se soucier d'une élection. Ils le savent et ils sont prêts à tout. À tout de suite.